L'ActuTech sera commentée aujourd'hui dans Smartech avec Anne Cousin, avocate associée au cabinet Herald, et Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. Bonjour à nouveau Anne et bonjour Gilles, merci de nous avoir rejoints. Et restez également en plateau Adrien Pagès qui nous a parlé de la reforestation à l'aide de drones, une reforestation accélérée. Start-up vraiment passionnante, donc Morpho, retenez ce nom. On va commencer par notre première actualité autour de ChatGPT. Je ne sais pas si on n'en parle pas tous les jours en ce moment dans l'actualité, mais on a toujours quelque chose à dire sur ce sujet. Et vous, Gilles Babinet, vous avez publié en l'occurrence une tribune dans Les Échos. Nous éveillons à cette question de mais que va faire l'Europe face à l'arrivée de cette puissance de l'intelligence artificielle et des IA conversationnelles. Vous dites que c'est un défi lancé à l'Europe. Alors en quoi, pourquoi ? En fait, c'est l'intelligence artificielle qui est une révolution productive. C'est-à-dire qu'on a eu la première révolution industrielle, la deuxième et tout ça. Et là, on a une révolution technologique qui est à base d'intelligence artificielle. Et je pense que c'est pas tant le défi technologique que représente ChatGPT qu'il faut observer. C'est le fait que maintenant, tout le monde a compris que ça va être partout. Et c'est effectivement le cas. Ce sont des technologies qui sont matures, qui sont accessibles. J'ai discuté avec un analyste financier qui me disait en fait le gros du marché c'est des puces qui vont coûter moins de 50 centimes. Donc une puce à laquelle vous pouvez parler pour dire fais-moi par exemple un café expresso qui est dans votre machine à café. Donc ça va être partout et l'Europe n'est pas armée pour ça. Elle n'est pas armée pour ça parce que c'est des innovations de rupture. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas armé pour ça ? Parce que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de l'intelligence artificielle. Bon, on attendait d'avoir justement des preuves que véritablement on pouvait tous s'en emparer. On a plutôt des bons cerveaux autour de l'IA qui sont même très bien chassés par les grandes tech. En fait, on a organisé un système social et économique autour de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas financer l'innovation de rupture. C'est trop risqué. Et donc, quand vous avez un facteur de risque qui est élevé, vous vous réfugiez dans des innovations incrémentales où le risque est moins élevé. On l'a très bien montré dans un ensemble de travaux que j'ai fait avec Olivier Coste et qui sont publiés sur le site de l'Institut Montaigne, qui montrent que notamment les coûts de licenciement, qui sont 5 fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, font que vous avez un coût intrinsèque au risque que vous n'acceptez pas de prendre en Europe. Et puis aussi le coût du capital, il y a tout un tas d'enjeux qui font que on ne fait pas d'innovation de rupture. Et c'est tout à fait symptomatique. En parallèle, on a des aides publiques importantes. En France, on a la BPI qui soutient quand même l'innovation. Je suis tout à fait d'accord, mais ça ne suffira pas, et ça ne suffit pas. Le rapport d'innovation, de venture capital par Français par rapport à un Américain, c'est un rapport de 1 à 6. Donc non seulement ils sont 5 ou 6 fois plus gros que nous, mais en plus ils investissent 5 ou 6 fois. Donc à la fin, ils investissent 30 fois plus que nous. Quand vous dites nous, c'est la France ou c'est l'Europe ? Je parle de la France là. Ouais. Mais les Parce que chiffres si on regarde à l'échelle européenne. Les Français sont en valeur absolue les 3e, si je mets le Royaume-Uni, en matière d'investissement en capital risque. Et ce sont les 11e par habitant. Donc on n'est pas si bon que ça. Et on a beaucoup de... Je veux dire, moi je préfère qu'on se blâme un peu, mais qu'on voit les choses en face et qu'on mette en place des processus de rétablissement, qu'on se dise, OK, Cocorico, c'est super. C'est pas vrai. Alors, sur cette question, sur le goût du risque, alors là, on a une avocate avec nous. Alors, la question du risque, ça, vous maîtrisez très bien. Sur l'arrivée de ces intelligences artificielles, qu'on voit même arriver dans le champ juridique, oui. Est-ce que vous êtes plutôt inquiète, justement, Anne Cousin ? Ou enthousiaste ? Pas du tout. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, j'ai discuté avec ce robot. Je lui ai posé des questions juridiques parce que c'est mon métier. Vous l'avez testé sur votre travail. Testé. Okay. Alors, à mon grand étonnement, le texte, ce qu'il m'a dit, était parfaitement dit en français, même un français assez élaboré. Mais la réponse était totalement erronée. Donc, c'est amusant. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est amusant. Voilà. On reformule sa question et on l'aide un peu, finalement. Il est à côté de la plaque, si vous voulez. Donc, en fait, c'est ça qui m'a étonnée, parce qu'en réalité, la réponse était assez simple, puisqu'elle se trouve dans un livre parfaitement numérisable. Donc, il n'y a pas d'interprétation à avoir. Et manifestement, il n'avait pas la réponse. Donc... Est-ce que vous lui avez apporté ? Parce que là, en fait... je ne l'ai pas apporté, non. Vous n'avez pas apporté la réponse. Parce que là, en fait, nous, on l'aide aussi à grandir cette intelligence. Non, mais il aura la réponse. Progresser. Il aura la réponse. Est-ce que le livre est en ligne ?
Probablement, c'est une loi. Elle est publiée c'est une loi, sur elle doit être a priori. Normalement, nul n'est censé ignorer la loi, y compris Internet. C'est ça. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Microsoft qui a déjà largement investi dans OpenAI, qui porte ces projets d'IA qui sont aujourd'hui les plus spectaculaires, et qui a annoncé que ce sera disponible pour ses clients Azure, donc cloud. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'entreprises, et notamment européennes, qui vont pouvoir s'approprier l'outil, commencer à réfléchir à des usages. Oui, c'est à moitié une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne va pas acquérir l'expertise. On va avoir un système tout packagé, un peu comme ChatGPT, et puis on va se dire, ok, super, on va s'en servir comme ça, et on ne va pas intégrer l'expertise au niveau européen. Donc la plateformisation, elle va se faire aux États-Unis. Donc moi, je suis assez circonspect par rapport à ce genre d'approche. C'est vraiment une approche très américaine, consiste à dire, tout ce qui a de la valeur, on le fait nous-mêmes, et puis on essaye d'inonder les pays étrangers de ce type de technologie. Y compris le fait que ça sorte en API, donc que les développeurs vont pouvoir les intégrer aussi. Oui, c'est une des grandes forces d'Azure, effectivement, d'être sur la partie qu'on appelle PaaS. Mais ça reste un problème parce qu'il y a quand même tout un tas de domaines d'expertise sur lesquels on n'est pas présent. Ce qu'a dit également, que ça fasse émerger des pépites, que peut-être du côté des deep tech, ça soit aussi un outil de développement. Ouais, c'est sûr. Elles sont blindées de passes, il y en a partout, et puis finalement elles perdent leur expertise. Et moi, je le vois beaucoup dans les sociétés, les startups que j'accompagne. Je leur dis, mais finalement, c'est où votre expertise? Puisque en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que toute la partie forte et avancée, vous avez une API qui va chez Google ou chez Microsoft, et que c'est comme ça que ça se passe. Donc réinvestir dans les deep tech, mais on le fait, on investit dans les deep tech. Non, on est, en l'occurrence, les travaux que je fais, moi, à l'Institut Montaigne, montrent que la France est très très mal placée en deep tech. Morpho, un mot? Nous, on a investi dans notre deep tech, donc super. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bravo. Et on est sur un environnement où effectivement j'ai que des deep tech autour de moi qui inventent des choses assez folles, donc j'ai pas vraiment énormément de recul. En fait, d'un point de vue global. Mais c'est vrai qu'ils ont annoncé ceci des nouveaux fonds. Le pays, il y a quand même de plus en plus d'aide. Donc j'ai l'impression que le mouvement va dans le bon sens. En fait, juste un petit parti là-dessus, c'est vraiment important. Mais il n'y a aucune licorne qui est sortie d'un environnement de recherche universitaire en France. C'est même une exception en Europe à cet égard. Intéressant. Deuxième sujet que je voulais qu'on commente ensemble, c'est la première sanction à l'égard de TikTok en France. Elle est prononcée par la CNIL. 5 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir rendu assez simple, assez immédiat la capacité pour les utilisateurs de refuser les cookies. Alors entre-temps, visiblement, ça a été réparé, mais symboliquement, c'est intéressant. Là, on a vraiment de plus en plus d'annonces d'amendes importantes vis-à-vis des grands usages, des grands nouveaux usages du numérique. Absolument. Alors, je voudrais dire aussi que cette décision, qui n'est pas vraiment une surprise, nous dit à tous que le RGPD s'applique, y compris à des entreprises chinoises. Oui. Donc ça, c'est important. Ensuite, effectivement, TikTok a été pris la main dans le sac sur une question hyper simple, celle des cookies et de la facilité ou non qu'a l'utilisateur de les accepter ou de les refuser. Donc ils ont tous été pris la main dans le sac. Voilà, sur une question très simple. On n'est pas en train de poser des questions très complexes sur l'application du RGPD ou la protection des données personnelles. C'est vraiment simplissime. Et ils se sont fait avoir, en anticipant, j'imagine, parce que c'est tellement simple. Alors, est-ce que la sanction sera suffisante pour que tout le reste, qui est beaucoup plus compliqué, soit également conforme au texte? On verra. Mais effectivement, c'est un signal et c'est plutôt encourageant, oui. Il y a nos 5 millions d'euros à nous en France, mais de toute façon, tout ça aussi se retrouve dans un contexte de tension importante entre les États-Unis et la Chine. Et du côté des États-Unis, il y a des menaces aussi de sanctions sur sur les données personnelles des utilisateurs, sur la question des transferts, notamment, des données en Chine. Oui, c'est un débat qui pourrait prendre toute l'émission, mais TikTok est symptomatique, très emblématique de vraiment la société qui crée le plus de problèmes. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas en France une forme d'autorité de la santé psychologique publique, parce que les amendes seraient considérables. D'addiction. Mais c'est un problème, c'est le premier problème en réalité. Ouais. C'est que vous créez réellement des troubles psychologiques de masse, et ça n'est pas que TikTok, mais c'est principalement TikTok, et il n'y a personne pour s'émouvoir de ça. Il faut absolument qu'on arrive là-dessus. Alors le DSA va partiellement viser cet aspect-là, mais relativement partiellement. Et puis au-delà de ça, on a effectivement des enjeux de souveraineté de la donnée. C'est-à-dire que les quantités de données que vous envoyez sous une autorité chinoise, en réalité, puisque c'est une plateforme à la base chinoise, sont très impressionnantes. On ne sait pas très bien
comment c'est administré. Donc il y a effectivement des problèmes qui concernent plusieurs réglementations européennes et des réglementations françaises. Moi, je pense ça remet le sujet du transfert des données extraterritoriales au cœur du débat, parce qu'on l'a aussi en France, avec nos données qui partent du côté de l'Atlantique. Et on a eu l'habitude de s'intéresser à ce qui se passait aux États-Unis, mais là, tout d'un coup, on se rend compte qu'à l'égard de ce qui se passe sous une entreprise qui est sous autorité chinoise, qui n'est pas la même que celle qui gère le TikTok chinois, hein, c'est pas la même approche, eh bien, on est pratiquement nu. Et moi, je parlais avec le régulateur, le patron de l'Arcom, il y a peu de temps, et qui me disait, c'est vrai que pour nous, pour les attraper, c'est quelque chose c'est un défi. Et donc, je vois qu'ils s'intéressent à ça d'assez près, et je souhaite qu'ils arrivent à remettre les choses un petit peu à l'endroit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contestables à l'égard de cette société. Son existence même devrait être interrogée. Ah, vous allez jusque-là. Alors moi, si je reviens sur le point que vous soulevez, sur le point de l'addiction, qui est un vrai sujet de santé publique presque, hein, est-ce qu'on peut trouver un moyen de réguler, d'intervenir sur ce sujet ? Sur le sujet de l'addiction ? Oui. Je veux dire que je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Alors effectivement, vous soulignez que le DSA, qui est récemment entré en vigueur, a l'ambition de prévenir les risques causés par notamment les réseaux sociaux. Il faut trouver d'autres moyens finalement d'intervenir, c'est ça. Il faut passer par peut-être la question de la modération. Alors la question de la modération, effectivement, elle est tout à fait centrale. Elle est centrale avant le DSA, elle est centrale dans le DSA. Est-ce que le moyen est juridique pour lutter contre l'addiction ? Honnêtement, je vous pose la question, je ne suis pas sûre. Ouais. Hein. Oui, quelles sont nos armes, hein, l'éducation aussi, la sensibilisation des utilisateurs. Oui, mais si on n'a pas la contrainte, peut-être pas légale, mais en tout cas, on voit bien que le RGPD ne s'applique que si on pose des amendes. Bon, on peut se dire que de la même façon, régler ce problème de l'addiction, ça ne peut se faire que par la contrainte financière. On a fait un très gros travail de recherche au sein du Conseil national du numérique. Il y a d'ailleurs un livret qui est accessible physiquement et en ligne, qui s'appelle « Votre attention, s'il vous plaît », où on traite de l'ensemble de ces sujets. Et on montre que c'est effectivement une réponse multifactorielle, qui est partiellement de la régulation et de la contrainte, partiellement de l'éducation, et que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est emblématique de tous les problèmes de l'Internet, mais il n'y a pas que TikTok. Bien sûr. On peut être addict à un jeu vidéo ou à je ne sais quoi, et que c'est une attention qui concerne l'ensemble de la société. Évidemment, le système éducatif, mais aussi le système social, le système de santé publique, et puis le système de régulation. Et que c'est que comme ça qu'on arrivera probablement à gérer cet enjeu-là. Mais dans 5 ans, on le traitera exactement comme on a traité la cigarette. Ça sera un enjeu majeur de santé publique. Alors, un sujet pour notre avocate en plateau, c'est une plainte d'artistes, une plainte collective, 3 artistes qui attaquent en fait des sites internet qui proposent des œuvres d'art à la demande en quelque sorte, qui sont générées par une intelligence artificielle qui s'appelle Stable Diffusion. Et cette IA, pour créer ces nouvelles œuvres d'art inédites, bien s'inspire de ce qui existe déjà. Et donc les artistes disent attention, là, on y a violation du droit d'auteur. Ça se défend ? Ah oui, je crois que ça se défend. Ça se défend de la même façon qu'on a... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du plagiat si cette œuvre n'existe pas puisqu'elle a été créée par une IA ? Ah oui, complètement. En fait, ce qui se passe techniquement, sans entrer dans des détails très complexes, c'est qu'il y a en fait reproduction d'œuvres préexistantes. Et c'est cette reproduction d'œuvres préexistantes qui pose problème. Donc, ça vous voulez dire qu'il y a reproduction à la base? Oui, parce que l'IA récupère des données massivement qui sont protégées par leurs auteurs, c'est l'hypothèse. Et cette reproduction, parce que ça entraîne une reproduction, c'est un acte qui doit être autorisé par l'auteur de l'œuvre, et en l'occurrence, cette autorisation n'était pas donnée. Donc c'est ça qui pose problème. Mais on avait ces questions-là... C'est un problème de rémunération, en fait, ça va être le problème de plus que ça, quelle redevance on installe en fait. C'est pour donner un exemple à vos auditeurs, c'est Dali faisait des montres molles. Tout le monde a ça à l'esprit. Une IA peut faire des voitures molles. Voilà. Et en réalité, il y a plagiat.
Non, mais alors on ne peut plus rien faire, Gilles. C'est intéressant que vous ayez ce débat, parce que moi, je suis plus de votre avis. Je pense que celui qui a eu la bonne idée, le geste artistique initial, c'est Dali. Et l'IA ne fait que faire un plagiat en transposant à d'autres univers. Je pense que les artistes eux-mêmes s'inspirent de plein d'autres artistes. Mais c'est pas tellement la question du résultat qui est posée, c'est la question du moyen. En fait. Ouais, c'est pour ça que que s'est-il passé techniquement à partir de la première œuvre ? C'est-à-dire qu'il récupère des... Moi, j'ai vu au MoMA une œuvre créée par l'IA. Donc, l'idée, c'était de récupérer toutes les bases de données du musée, toutes les œuvres, pour en faire une autre. Tout le monde regardait ça, etc. Mais c'est pas tellement le résultat qui est intéressant, c'est le procédé. Et ce procédé, techniquement, il revient à mettre en œuvre un droit d'auteur. Et on avait cette question à l'identique. Donc c'est une question au moment de des premiers fichiers musicaux. C'est une question de qu'est-ce que je reverse. Il y a le droit moral aussi. Comme droit. Pas seulement. Vous avez du droit moral, vous avez le droit de dire, bah non, c'est moi pas je veux seulement pas une question d'argent. Bah oui. Et si c'est pas qu'une question d'argent, ça veut dire qu'on pourrait interdire ces IA génératrices d'œuvres d'art. En France, vous avez le droit. Le droit américain du copyright. Même s'il y a une rémunération. Il faut l'autorisation de l'auteur. Donc si l'auteur dit non, oui. En France. Mais aux États-Unis aussi, j'ai l'impression. Non, le droit moral existe. Vous pouvez le céder. Là, c'est pas une question de droit moral. Il n'est pas cessible en Europe, c'est ça. C'est pas une question de droit moral. Le droit de reproduction, c'est un droit patrimonial. Et ce droit patrimonial appartient à l'auteur. Si l'auteur n'a pas donné son accord, honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment ça peut marcher. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est la même question que nous avions à propos des fichiers musicaux. C'est la même chose. Et il y a aujourd'hui, la question s'était posée, parce que voilà, le pire tout pire, c'était nouveau, mais ça parle aux plus vieux. Mais ça a pris du temps à résoudre le problème. Ça n'empêche qu'il n'y avait pas vraiment de discussion et en la réalité. réponse, en l'occurrence, a été... Complètement. Le mash-up, contrefaçon, d'agréger de la musique, c'est interdit. Enfin, c'est interdit sans le droit de l'autorisation. Moi, je ne vois pas très bien comment il passe à travers les... Là, il réclame 5 milliards de dollars. Là, on est aux États-Unis, là. Effectivement. Génial. C'est l'estimation de la valeur des œuvres qui auraient été utilisées comme base pour servir à ces nouvelles créations. Ouais, c'est le Napster de 2020, quoi. C'est ça. Ça, je ne sais pas dire. Ce type donc d'action, on pourrait tout à fait imaginer que ça arrive également en France. Mais tout à fait. Absolument. Plus encore, puisque le droit moral est beaucoup plus fort en France qu'aux États-Unis. Ça va poser la même question, puisqu'on avait un premier sujet sur ChatGPT, la base des textes. Ça peut poser la même question. Mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, hier, il y avait quelqu'un qui, sur mon fil Twitter, disait... On a en France, enfin en Europe, on a quelque chose que vous connaissez bien, qui est le Data Act, qui couvre les enjeux de régulation de l'intelligence artificielle. Et qui disait, en fait, les 2-3 cas qui se présentent, qu'on vient d'évoquer, ne sont pas couverts par le Data Act. Donc ce texte est probablement déjà un peu obsolète. Déjà dépassé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, probablement. On fera certainement une petite adaptation... comme pour les fichiers musicaux en son temps. Il va falloir être beaucoup plus souple sur nos règlements pour qu'ils puissent s'adapter aux évolutions. On termine par votre actualité, Anne Cousin. Alors moi, je voulais dire un mot d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 janvier 2023, donc en plein DSA, en pleine entrée en vigueur du DSA, qui rappelle que les intermédiaires du numérique ne sont pas responsables des contenus. C'est un principe de base qui existe quand même chez nous depuis plus de 20 ans. Et qui est réaffirmé par le DSA. Et la Cour d'appel de Paris vient de dire que Airbnb, qui est une plateforme, qui est un intermédiaire du numérique, était en fait responsable du contenu des annonces postées par les utilisateurs. Alors, il y a des tas de considérations dans l'arrêt qui peuvent singulariser Airbnb, la distancier d'autres plateformes qui resteraient non responsables, parce que c'est quand même une condition indispensable au développement de l'Internet. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord. C'est statut d'hébergeur, c'est ça ? Statut d'hébergeur, absolument. Alors, refuser Airbnb parce que Airbnb s'immisce dans la relation entre locataire et loueur, enfin sous-locataire en l'occurrence, et utilisateur. Mais si vous voulez, le signal donné par cet arrêt sur le marché est très, j'allais dire, inquiétant. En tout cas, ça peut remettre en question beaucoup de choses. Si vous voulez, oui. On peut se demander légitimement si on n'est pas en train de revenir à des solutions beaucoup plus dangereuses
pour les intermédiaires, et ça renvoie à des discussions qu'on a depuis, même avant la loi de 2000. Et qu'on pensait régler, ouais. Et qu'on pensait régler. Merci beaucoup, Anne Cousin. On n'a pas le temps du commentaire, Gilles Babinet. Donc c'était le débrief aujourd'hui dans Smart Tech avec Gilles Babinet du Conseil national du numérique, Anne Cousin du cabinet Herald et Adrien Pagès de Morpho. À suivre dans Smart Tech, on va parler de hacking.